Bonjour, ce Jury Minute est consacré à la loi de réforme pour la justice. Il est aujourd'hui tourné à l'office notarial de Castries avec la participation de maître Sandra Cosian-Taravant que nous allons de ce pas aller rejoindre. Merci beaucoup pour ton accueil et tes réflexions à chaud au lendemain de l'entrée en vigueur de cette grande réforme touchant aux droits de la famille. Et d'ores et déjà, tu voulais mettre en évidence les mesures, bien sûr, d'ores et déjà applicables, mais aussi, en fin de Jury Minute, nous alerter sur celles qui le seront, notamment en fin d'année. Oui, tout à fait Céline. Donc effectivement, les domaines de la loi sont variés, mais le notariat est impacté sur certaines conséquences en particulier, notamment donc en matière d'actes de notoriété. Nous allons pouvoir établir des notoriétés pour justifier de la possession d'État, compétence qui était jusqu'ici exclusivement du tribunal, devient une compétence notariale. Les parents ou les enfants pourront nous demander de constater par acte de notoriété cette possession d'État. Évidemment, il faudra respecter un certain nombre de contraintes, des vérifications bien sûr des pièces qui nous seront apportées, mais également la présence de 3 témoins qui viendront justifier de tout cela. De la même manière, pour les actes d'état civil qui seraient perdus ou qui n'existeraient pas, on peut établir sur la présence aussi de témoins et de justificatifs d'état civil un acte de notoriété pour remplacer l'acte d'état civil manquant. Actes de naissance ou de mariage voilà, pourront être aussi effectués devant notaire. Un autre domaine, c'est le consentement pour la procréation, enfin l'assistance médicale à la procréation, qui jusqu'à présent était une compétence partagée avec le tribunal, qui devient une compétence exclusive. Donc seul le notaire pourra désormais recueillir, ou peut désormais, puisque c'est le cas depuis le 25 mars, recueillir le consentement donc, des personnes dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Alors peut-être une précision en matière de droit sur État, puisque parmi ces 3 actes, 2 en sont exonérés. Oui, tout à fait. Les actes de notoriété qui viennent suppléer les actes d'état civil, ainsi que l'acte de notoriété donc pour le consentement à la procréation médicalement assistée, sont exonérés de droits d'enregistrement, en tout cas de droit sur État. Par contre, il n'y a aucune mention faite pour l'acte de notoriété justifiant de la possession d'État, donc on ne sait pas, ou en tout cas a priori il n'y a pas d'exonération prévue pour cet acte-là. Voilà, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle vous verrez dans le modèle qui est proposé d'ores et déjà dans la Bible que vous avez en étude, nous avons mis par défaut le droit sur État qui sera versé. Alors toujours sur le terrain des dispositions qui sont déjà en vigueur, passons maintenant aux assouplissements de procédures qui intéressent de près le notaire et particulièrement en matière de changement de régime matrimonial. Nous avons 2 dispositions fondamentales, Sandra. Tout à fait. Alors la loi de 2019 vient achever, si on peut dire, la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial qui avait déjà été initié en 2006, puisque maintenant il n'y a plus de condition de délai. Le délai de 2 ans est abandonné, donc on peut changer de régime matrimonial sans délai. Et surtout, la grande évolution aussi, c'est qu'on n'a plus besoin d'obtenir une homologation en présence d'un enfant mineur. Ça pose évidemment des interrogations. Il va y avoir évidemment pour le notaire un rôle de contrôle assez important, puisque c'est le juge qui contrôlait jusque-là les intérêts de la famille et notamment aussi les intérêts du mineur dans le cas où une homologation était demandée. Le juge n'intervenant plus, c'est au notaire de prendre le relais et de vérifier si ce changement répond aux intérêts de la famille, et plus généralement, mais aussi particulièrement aux intérêts du mineur. Il est prévu qu'on puisse en tant que notaire solliciter le juge des tutelles pour obtenir un avis, mais quel va être cet avis? Il n'y a pas vraiment de précision par rapport à ça, on sait juste qu'on peut saisir le juge des tutelles, mais en tout cas il n'y a pas d'homologation prévue dans le cas où il y a un enfant mineur. Oui, c'est vrai que c'est assez déroutant parce que d'accord, le notaire sera amené dans ce contexte à saisir le juge, mais après on ne sait pas sous quelle forme ce juge se positionnera. Est-ce qu'il rendra une ordonnance? Est-ce qu'il donnera une autorisation? Mais effectivement, c'est déroutant parce que finalement, on n'est plus sur le terrain de l'homologation, on est sur un autre terrain. Tout à fait, on ne sait pas du tout quel sera le pouvoir du juge, jusqu'où il peut aller et sous quelle forme. Ça va être voilà, la pratique qui le déterminera
par la suite. D'accord. Alors du coup, dans nos actes, nous, on est dans les actes de changement de régime matrimoniaux, puisque nous n'avons plus ces actes sous réserve d'homologation, et on est parti de l'hypothèse la plus simple, celle où le notaire n'avait pas à saisir le juge des tutelles. Mais bien sûr, nous ne manquerons pas d'étoffer quand nous y verrons un petit peu plus clair. Passons à présent au domaine des personnes protégées, puisque là encore, nous avons des dispositions qui impactent substantiellement la pratique notariale, particulièrement en matière de tutelle, que ce soit pour les mineurs ou les majeurs sous tutelle. Deux dispositions nous intéressent particulièrement. Sandra, lesquelles sont-elles? Oui, tout à fait. Il y a des mesures simplificatrices. En fait, jusqu'à présent, le partage à l'égard d'une personne protégée ne pouvait intervenir que sur une autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Désormais, cette autorisation n'a plus lieu, pas besoin d'obtenir cette autorisation préalable. Néanmoins, il y a quand même un bémol, puisqu'on devra quand même soumettre l'état liquidatif au conseil de famille ou au juge. Donc effectivement, le partage n'est plus soumis à autorisation, mais l'état liquidatif doit être approuvé avant tout partage. Le partage restera quand même soumis à l'autorisation préalable lorsqu'on estimera qu'il y a un conflit d'intérêts quand même entre le protégé et la personne qui le représente. En ce qui concerne les successions, également une évolution, puisque le tuteur va pouvoir accepter la succession de manière simple, sans que ça soit à concurrence de l'actif net comme c'était présent, sans autorisation du juge. L'acceptation de la succession est possible. La seule exigence, c'est que le notaire fournisse au tuteur un justificatif, une attestation justifiant en tout cas que l'actif est bien manifestement supérieur au passif, donc que le tuteur conserve pour justifier qu'il pouvait bien accepter la succession purement et simplement. Les majeurs sous tutelle qui peuvent désormais librement contracter mariage ou pax, néanmoins une subtilité, puisque la personne en charge de la protection pourra s'opposer à ce mariage s'il a connaissance du projet de mariage. Et en matière de rédaction du contrat de mariage, là nous avons un nouvel élément qui change sur le recueil des signatures et des intervenants à cet acte. Oui, tout à fait. Si l'assistance du curateur ou du tuteur reste d'actualité, puisque le majeur protégé doit être assisté pour signer un contrat de mariage, il y a une nouveauté puisque le tuteur pourra saisir le juge, pourra être autorisé à passer seul le contrat de mariage dans l'intérêt de la personne protégée. Donc il peut même évincer l'intervention du majeur protégé en étant autorisé à le faire seul et à signer ce contrat de mariage seul. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on est sur un acte personnel et on est peu habitué à avoir la personne sous tutelle sur des actes personnels mis de côté, en tout cas mis en deuxième rang. Tout à fait, là aussi c'est une évolution assez surprenante de la loi qui bouleverse un peu les habitudes. C'est vrai. Toujours en matière de protection de la personne, nous avons deux régimes de protection qui sont particulièrement mis en avant et encouragés par la réforme. Par quel procédé ? Donc le domaine de l'habilitation familiale effectivement est étendu puisqu'il va rejoindre le domaine de la tutelle et de la curatelle, là où l'habilitation familiale ne pouvait être exercée que pour une personne qui était hors d'état de manifester sa volonté. Elle pourra désormais également être utilisée pour des cas où c'est simplement assister la personne qui n'est plus vraiment en capacité de prendre les mesures nécessaires pour elle-même. C'est-à-dire que le champ d'application est vraiment élargi et rejoint les autres mesures de protection. De la même manière, une passerelle a été mise en place pour que le juge puisse aussi, lorsqu'il est saisi d'une demande d'habilitation familiale, éventuellement basculer sur un autre régime qu'il estimera peut-être plus adapté au vu de la situation, sans avoir à reprendre toute la procédure depuis le départ et solliciter une nouvelle requête déposée par les clients, ce qui était le cas jusqu'à présent. Donc c'est une avancée aussi importante et surtout, l'habilitation familiale pourra aujourd'hui permettre aux représentants, non pas de se substituer complètement à la personne, mais simplement de l'assister également. Donc il pourra agir en ses lieux et places ou également l'assister si besoin, comme un simple curateur le fait. Donc c'est une ouverture aussi importante qui permet finalement d'utiliser cette mesure pour tout type de situation et tout contexte vis-à-vis de la personne et son état de santé également. Et du nouveau aussi concernant les mandats de protection future.
Oui, tout à fait. Le mandat de protection future devient le dispositif privilégié, donc à vraiment, il prendra le pas sur les autres possibilités. À partir du moment où il aura été activé, c'est le mandat de protection future qu'il conviendra d'utiliser, même si, par exemple, les régimes matrimoniaux permettent de représenter éventuellement son conjoint qui est hors d'état de manifester sa volonté. Si un mandat de protection future existe, la représentation ne pourra se faire que dans le cadre de ce mandat et évincera les autres possibilités. D'ailleurs, le juge ne pourra pas révoquer un mandat de protection future pour mettre en œuvre une autre mesure de protection. Donc c'est vraiment mettre en avant ce mandat, ce qui correspond bien avec ce qui a été fait, puisque c'est la volonté aussi de la personne qui a choisi, lorsqu'il en était encore capable, qui le représenterait si en tout cas il n'était plus en capacité de le faire. Donc ça va dans ce sens et c'est plutôt une bonne avancée, si on peut dire. Alors peut-être tu regrettais, tu me disais en préparation du jury minute que nous n'ayons pas avancé sur la publicité des mandats de protection de futur, et effectivement il est regrettable que nous n'ayons pas toujours de registre dédié pour recenser tous ces mandats de protection future, c'est vrai. Peut-être la prochaine réforme. Alors, deux dernières mesures, cette fois-ci, on va sur le terrain de la séparation, du divorce ou de la séparation de corps. Donc, deux dispositions d'ores et déjà en vigueur. Sandra, je te laisse la parole pour les expliquer. Oui, alors sur déjà le consentement mutuel, deux évolutions, puisque la séparation de corps pourra aussi maintenant être établie par consentement mutuel, par en tout cas signature contresignée par deux avocats, donc avec le couple. Il en était de même donc pour les procédures de divorce par consentement mutuel. Et la nouveauté, c'est surtout que ces conventions pourront être signées de manière électronique, donc en présence des deux avocats et du couple. Donc ça va ouvrir éventuellement des possibilités pour nous aussi, puisque nous n'aurons plus d'originaux papier à déposer, mais une convention signée de manière électronique, donc la copie dématérialisée de cette convention et de ses annexes, ce qui nous laisse la possibilité de faire un dépôt également électronique de cette convention au rang de nos minutes. Tout à fait. Alors vous trouverez donc dans les modèles, désormais maintenant aussi le modèle pour faire un dépôt de convention de séparation de corps par consentement mutuel, avec dans ces deux modèles de dépôt la possibilité de les faire sous signature électronique également. Pour clôturer, il est important de souligner les dispositions qui vont bientôt entrer en vigueur fin d'année ou début d'année prochaine, particulièrement pour les divorces contentieux, puisque vous allez voir, il va y avoir des vrais nouveaux réflexes à assimiler et à adopter. Sandra, que penses-tu de ces nouvelles mesures qui nous attendent sur les divorces contentieux ? Oui, effectivement, il va falloir encore s'adapter à de nouveaux changements, cette fois sur les divorces contentieux. On commence à peine à s'habituer au divorce par consentement mutuel et à l'absence du juge. Là, c'est la phase de conciliation qui va être purement supprimée. Donc plus de phase de conciliation, ce qui va évidemment entraîner des conséquences sur la date des effets du divorce aussi, puisque ça sera la date de la demande en divorce. Donc il y aura directement une demande en divorce qui pourra être présentée. Évidemment, il y a la possibilité de demander à ce qu'il soit statué sur des mesures provisoires, puisqu'on se doute bien que le but de l'ordonnance de conciliation était aussi de fixer ces mesures provisoires. Donc il semblerait qu'on puisse encore faire cette demande, mais il faudra attendre d'avoir un peu plus de précision et que tout ça se mette en place, donc au plus tard au 1er septembre 2020. Il y a également une réduction de la durée nécessaire pour demander un divorce pour rupture, pour altération du lien conjugal, puisque la durée est réduite à 1 an désormais. Et peut-être une dernière ouverture au niveau de l'organisation judiciaire. On va avoir une fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance au sein d'une seule structure qui sera le tribunal judiciaire, et l'entrée en vigueur est annoncée pour le 1er janvier 2020, donc ça va venir vite, et là encore ça va modifier pas mal des réflexes, ne serait-ce que pour adresser les requêtes, ou même en matière de rédaction, il va falloir faire attention à ce changement de terminologie au-delà du changement structurel. Merci Sandra, merci à tous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Bonne journée.